Moi je dirais que personnellement, moi j'ai toujours jamais eu de période de conversion. Moi ça a été plutôt un long fleuve tranquille, mais toujours un approfondissement de Dieu, puis je le découvre encore tous les jours. Mais alors où par contre il y a eu de multiples conversions, c'est sur la manière d'être prêtre. Jamais j'aurais cru vivre autant de changements par rapport à ce que, enfant, je voulais être prêtre, mais l'image que j'avais du prêtre, eh ben, que de changements, que de bouleversements, que de revirements de situation. Et puis c'est pas fini. Chaque jour, je me dis maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être prêtre, puisqu'il y en aura encore demain. Quelle sorte de prêtre? Qu'est-ce que ça veut dire être prêtre de plusieurs paroisses? Est-ce que ça veut dire être un organisateur? Et ça veut dire être un accompagnateur? Est-ce que ça veut dire répondre aux demandes? Et ça veut dire avoir des initiatives? Je dirais que plus ça va, moins je comprends. Mais plus c'est intéressant parce que je suis disponible à Dieu et à ce qui va se passer. Parce que c'est aussi ça, Dieu, il passe à travers les autres, à travers les événements, à travers l'Église. Et l'Église change vraiment avec... on ne sait pas vraiment où ça va aller. Et Dieu est pourtant derrière. Donc il faut être disponible. Voilà. Alors pour donner un exemple des grands changements, moi j'ai eu beaucoup de... quand j'étais au séminaire à Annecy, on était 160. Juste pour Savoie et Haute-Savoie, et c'était la crise. 160 séminaristes. Hein. Alors vous voyez ce qu'il en reste. Et quand j'étais ordonné prêtre, donc en Savoie on était 3, et en Haute-Savoie ils étaient au moins 8 ou 10. Il s'est trouvé qu'on vient de faire le repas d'année avec Pierre Vial et Rémi Doche, la même année que moi. Mardi, on va évoquer tout ça. Et ben, en Haute-Savoie, ils ont tous quitté le ministère. Et nous, on a tous les 3 été vicaires épiscopaux ou vicaires général. C'est curieux. En Savoie, c'est comme ça. Mais d'autres années, c'est... Voilà. Donc, en quelle année? 71. Voilà. Il y a avec nous aussi Jacques Purpan, qui est un prêtre de la Mission de France, qui est maintenant à Yenne, et qui était aussi de 71, donc il est avec nous. Ben, pareil aussi, la Mission de France, ils ont eu beaucoup de départs. Bon, à nous, il y a eu tout ça, puis maintenant, ben, c'est autre chose, il y a d'autres contextes. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers tout ça, hein? Voilà. Donc, il faut être souple et puis se dire, ben, ça changera encore. Et être prête, eh ben, voilà. Donc, vous, dans vos vies, c'est pareil. Hein. Ça veut dire être mari, être femme, être parent, grand-mère, être chrétien engagé. Et puis, il y a tellement d'affinités, enfin de courants spirituels différents aujourd'hui. Donc, vous appartenez peut-être à l'un ou à l'autre. Donc, voilà. Quel est votre parcours dans la foi? C'est bien de temps en temps de se poser la question. Et puis de se dire, derrière tout ça, il y a toujours Dieu. Dieu qui écrit droit avec nos lignes courbes. C'est un peu ce que Costa de Borgard a constaté. Dieu a été le plus fort en lui et il s'est ouvert à lui. Et bien c'est ce qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes. Alors, en 1863, à 22 ans, préparé par l'abbé Chenal, il se présente pour son examen de philosophie, puisque dans sa découverte de la foi, ou plutôt dans sa redécouverte, il se sent appelé à servir la foi, donc cette fois qu'il l'éclaire de nouveau, et c'est pour ça qu'il pense à sa vocation. Donc, il se présente pour son examen de philosophie devant le cardinal Billet, et obtient un succès remarquablement surprenant, peu importe, ça c'est bien. Entre-temps, la Savoie a été rattachée à la France et les Borgard ont œuvré pour cela. Ainsi, en retour, Pantaléon Costa de Borgard, donc le père, est reçu à Paris par Napoléon III, et il est nommé président du Conseil général de la Savoie. Bon, ça c'est la famille. Après sa réussite en philosophie, Camille va suivre à Rome les études théologiques pour devenir prêtre. Son père meurt en 1864, et le 28 mai 1866, à 25 ans, Camille est ordonné prêtre à Saint-Jean-de-Latran. Il reste encore un an à Rome et revient sur Chambéry en juillet 1867. Voilà le parcours jusqu'à donc sa vocation et le début de son ministère en 1867. Donc là, il arrive à Chambéry et il reçoit à Chambéry la charge de 4e vicaire de la cathédrale. Fonction non rétribuée. Ben voilà. Bon, lui, il a la famille derrière. C'est pas le cas de tout le monde. Mais il est décidé déjà d'entrer à s'occuper des plus pauvres, des ouvriers, il y en a sur Chambéry, parce qu'il a été marqué à Rome par la spiritualité de Benoît Labre,
et il en a beaucoup discuté avec l'abbé Chenal. Est-ce que vous connaissez Benoît Labre? Oui. C'est qui pour vous? C'est un prêtre de Lyon Oui. qui s'est lancé dans l'éducation, qui a récupéré un dancing, et qui dans ce dancing a récupéré des jeunes et qui les a éduqués. Non, ça c'est le Prado, ça, non? Non, C'est Antoine Chevrier, ça. Oui, non, c'est pour ça. Non, c'est un prêtre clochard. Il était clochard. Oui, mendiant, Oui, il vivait de mendicité. de mendicité, ouais, il était présent plus pauvre, mais il a voulu se faire pauvre parmi les pauvres jusqu'à s'identifier à eux. Alors c'est un peu ambigu quand même. Mais enfin, c'est un saint. Il y a des saints aussi de toutes les couleurs. Alors, il faut en prendre et en laisser peut-être dans leur témoignage. C'est pas forcément tout fait pour nous. Donc, ça l'a marqué quand même. Et fin août 1867, un événement marquant se produit à Chambéry. Le choléra s'abat sur la ville. De nombreux décès s'ensuivent et Camille décide donc de secourir les orphelins. Il découvre alors sa deuxième vocation décisive. Et moi j'ai bien souligné ça parce que dans toute vie, j'espère que dans la vôtre c'est pareil, moi je tiens beaucoup à cette idée, on n'a pas une vocation mais plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a un appel un peu fondateur, par exemple, bon, moi, appel à être prêtre, bon, mais justement, ça varie aussi. On peut être après appelé à être éducateur, on peut être appelé à être animateur, on peut être appelé à faire du sport ou à faire de la musique. Et c'est une autre vocation qui sont aussi des chemins différents pour servir Dieu. Donc lui, c'est la rencontre des plus pauvres qui va être un nouveau déclic. Et donc une deuxième vocation, un deuxième appel fort qui s'enracine dans le premier, mais qui est quand même un peu différent. Donc, il décide de secourir les orphelins, et pour les recueillir, il décide de louer un bâtiment, une ancienne douane, au comte Ernest de Boigne, qui leur promet d'abord une location gratuite de 8 ans. Donc il a déjà cette chance, vu ses relations, de pouvoir bénéficier de ce logement pour accueillir les premiers orphelins. C'est le coup de foudre pour Camille. Il sera désormais père des orphelins et consacrera sa vie à cette œuvre. Vous avez des feuilles? Ah ben il y en a là. Bonjour. Donc c'est juste derrière. On commence la vie de Costa de Bourgard. C'est là derrière la page. Grâce à sa famille et à sa mère surtout, grâce au comte de Boigne, Camille trouve les fonds nécessaires pour nourrir ses orphelins, faire des travaux et préparer les agrandissements. Vous savez tous, on a beau avoir des bonnes intentions, il faut aussi des moyens. Et les moyens, il faut les trouver là où ils sont. Donc, on s'occupe des pauvres, mais on a besoin aussi des riches, de ceux qui ont des moyens. Donc en janvier 1868, le comte de Boigne propose à Camille de mettre à la tête de son œuvre un conseil d'administration, approuve son idée de transformer les bâtiments en établissements agricoles, quitte à lui louer quelques terres supplémentaires, et surtout il lui fait don des bâtiments à la place de la location prévue. Vous voyez, donc ça s'agrandit. Déjà, il est propriétaire, et en plus il lui donne des terres pour pouvoir éduquer les jeunes, parce que son idée, comme on va le voir, c'est de les mettre tout de suite au travail, et au travail dans la nature, et que, comme ça, ils seront occupés sainement et en contact avec la nature. C'est un chemin qui conduit un peu plus facilement vers Dieu. Donc, je pense que là, il prêche à des convertis, la nature et le travail manuel, le travail agricole. Voilà des beaux chemins pour rejoindre Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Donc, cultivez votre jardin, regardez la nature, et puis travaillez de vos mains, et vous verrez que Dieu, vous le sentirez mieux que si vous restez simplement en méditation, mais bien qu'il faille aussi de la méditation, et de l'oraison et de la prière, et puis de bien d'autres choses. La donation définitive approuvée par le cardinal Billet est signée le 24 mars 1868, avec cette clause, l'établissement projeté sera constamment dirigé par des religieux ou des ecclésiastiques approuvés par l'archevêque de Chambéry. C'est clair? Faut qu'il y ait des religieux qui mènent la barque. Au mois d'avril, je verrai tout à l'heure, qu'est-ce qui en reste? Mais bon, c'est une petite parenthèse. Au mois d'avril, 10 jeunes de 6 à 13 ans sont définitivement hébergés dans la nouvelle maison.
Et le premier d'entre eux, c'est Victor Berthelier, né à Chambéry, mais emmené à Turin avant de venir là par ses parents ouvriers et confié à Don Bosco, qui lui fit faire sa première communion. Or, en 1867, le choléra sévissant à Turin enleva le père de Victor et obligea la mère à revenir sur Chambéry. C'est donc là que Camille va le récupérer. Donc, il le découvre un jour au lavoir et lui propose de prendre en charge son jeune Victor âgé de 13 ans. Alors ça semble une parenthèse, mais ce qui est important, c'est que ce Victor Berthelier, dont les parents sont partis en Italie, a été chez Don Bosco. Alors donc, il va y avoir un lien entre Don Bosco et Camille de Costa de Borgard qui va se créer à partir de Victor. Puis après, ça va s'entretenir et la spiritualité de Costa de Borgard est bien à peu près la même que celle de Don Bosco. En tout cas, il y a beaucoup de choses de Don Bosco que Costa de Borgard va vivre et transmettre. Donc, à partir de là, bon, on joue assez vite, l'orphelinat grandit évidemment, et il atteint les 21 en fin d'année. Et puis le 11 mai 68, le père Chenal va à la Grande Chartreuse parler de la fondation, et la Grande Chartreuse décide d'aider désormais le plus possible l'orphelinat. À cette époque, la Grande Chartreuse aidait beaucoup, hein, beaucoup même de paroisses. Il y a peut-être des paroisses où vous voyez des choses qui ont été données, des hôtels ou des statues, ou même des églises qui ont été construites avec les fonds de la Grande Chartreuse. L'église d'Aix. L'église d'Aix, hein, Oui, voilà. Avant, on me disait que c'était des Chartreux. Et le presbytère d'Aix, il y a Saint-Bruno. Ouais. Donc voilà, les Aixois, il faut remercier la Grande Chartreuse, entre autres. En novembre 68, Camille est fait chanoine de la cathédrale par le cardinal Billet. Titre envié par beaucoup, mais créant des jalousies. Et Camille, lui, prend ses distances, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Hein? Donc, il en parle même à personne. Et donc, ce n'est pas les titres, mais c'est quand même important de signaler ça, parce qu'à cette époque, dans l'Église, il y avait quand même des titres. Hein? Il y avait quand même des honneurs, il y avait les chanoines, il y avait si. Nous, on a un peu connu ça dans notre enfance. Hein? Un chanoine, toutes les décors. Voilà. Et notre génération a voulu enlever tout ça pour retrouver la simplicité de l'Évangile. Mais les nouvelles générations rétablissent un peu tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais, petite parenthèse, quand le curé d'Ars, dont je parlerai, je crois, au début août, là, lui a reçu le camail, pareil, ben, il l'a vendu pour les pauvres. Donc vous voyez que hein, les titres et les honneurs, bon, en 1869, Camille décide d'aller visiter des œuvres similaires à la sienne pour s'en inspirer. C'est une époque où il y avait beaucoup de prêtres ou de congrégations religieuses au service des enfants, il y avait beaucoup d'orphelins, et il y avait un gros problème au niveau de l'éducation, il n'y avait pas les écoles qu'on a maintenant et tout. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui se sont créées. Et Camille va en visiter, il va à Amiens visiter un orphelinat de 150 jeunes tenu par les frères de Saint-Vincent de Paul, à Arras voir le père à l'UE, à Marseille voir celle de l'abbé Timon David, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, hein? À Aix-les-Bains il y avait comment c'était déjà, à l'accueil Sainte-Germaine, c'était un accueil pour les jeunes filles et qui était c'était des Marseillais, mais c'était Timon David, enfin la congrégation de Timon David qui tenait ça. Donc vous voyez, bon, alors son projet mûrit humainement et spirituellement. Donc ce qui est important, c'est de voir aussi que il a eu des contacts. Si c'est pas, il s'est bien fait tout seul, si on peut dire, mais il s'est jamais isolé. Donc ces principes d'éducation, ce travail auprès des enfants, auprès des jeunes, bon, il y a toujours eu autour de lui des personnes, il y a eu l'évêque, mais il y a eu aussi beaucoup d'éducateurs, et il n'a pas fait son affaire toute seule, il n'a pas monté son affaire tout seul. Ça c'est important, hein, quand on veut faire quelque chose, même si on a des belles idées, on a du charisme, il faut toujours être en lien avec d'autres qui font un peu la même chose. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et faire ce qu'il faut correctement. Donc, voilà quelque chose d'important. Son système d'éducation humaine et spirituelle, voilà les principes, refusant le système répressif. Hein, la discipline dure, la discipline de fer qui punit.
et en même temps le spiritualisme désincarné, la prière, le spirituel, un peu en dehors du monde et en dehors de la vie, refusant ces deux extrêmes, Camille veut mener de pair la formation humaine des jeunes et leur formation chrétienne. Il veut former des hommes autant que des chrétiens, les deux étant pour lui indissociables. Ben ça c'est très important, même pour vous. Est-ce que Dieu passe pas autant par l'humain, notre profession, notre vie de famille, nos activités, que par le spirituel? Est-ce que le vrai spirituel n'est pas toujours incarné? Si on rencontre Dieu sans l'enraciner dans notre vie humaine telle qu'elle est, il y a un problème. Jésus, c'est le Dieu incarné. Donc notre Dieu passe aussi bien par notre métier, notre travail, nos engagements, que par la prière ou la spiritualité comme celle que je vous développe maintenant. Hein? Voilà. Et l'humain, c'est quoi? Ben, c'est tout. C'est les enfants, c'est les jeunes, c'est les épreuves, c'est la maladie, c'est la santé, c'est tout. Et Dieu nous parle à travers tout ça. Et donc, un jeune qu'on veut éduquer, ben, il faut aussi qu'il soit éduqué humainement, parce que sinon, la spiritualité ben, va être désincarnée, va être fumeuse et pas être réelle. Donc, chaque fois, ça c'est une petite parenthèse, mais hein, si vous voulez progresser dans la vie spirituelle, c'est regarder votre vie humaine autant que votre vie intérieure, votre vie spirituelle. À travers l'humain que vous vivez, hein, et chaque jour ça change, qu'est-ce que Dieu a à vous dire? Comment il se manifeste? Hein? D'ailleurs, tout à l'heure, on verra voir Dieu en toutes choses. C'est très important, et parfois dans des choses qui nous surprennent, qui ne sont pas comme on s'y attendrait. Hein? Voilà. Donc, équilibre. En 1869, l'orphelinat accueille 33 élèves entre 6 et 14 ans, et alors Camille confie aux frères la charge des études et des occupations pédagogiques, et lui-même se charge de leur formation spirituelle, basée sur l'Eucharistie, la dévotion au Sacré-Cœur, à Marie, et à Saint-Joseph et au Pape. Voilà. En 1873, après un passage à Lourdes, il fait élever une grotte avec une statue de Marie dans la cour de l'orphelinat. Vous allez encore la voir. En 1874, une guérison miraculeuse se produit là. Marie Paget, 18 ans, était venue se reposer à l'orphelinat avant d'aller se faire opérer à Lyon d'un abcès au foie. Une neuvaine est décidée pour elle. Le dernier jour après la communion, Marie se trouve subitement mieux. L'opération n'aura jamais lieu. Bon, est-ce qu'il faut attribuer ce miracle à Camille, à d'autres? Je ne sais pas, mais voilà. Donc un signe. Et quand il y a un signe fort, ça encourage, ce qui est le cas pour Camille. L'œuvre de Camille grandissant, il demande l'aide des sœurs de Saint-Vincent de Paul, chez qui sœur Alix vient d'entrer à Paris. Le cardinal Billet finit par accorder cette autorisation, à condition que les sœurs soient logées dans un autre bâtiment. Ça, vous comprenez, c'est normal. Et au fur et à mesure que les mois passent, donc vous voyez, il a l'aide d'autres personnes, hein, donc là des sœurs de Saint-Vincent de Paul, donc on a vu avec les frères, il ne construit pas quelque chose tout seul, mais avec tous ceux qui, autour de lui, sont habilités pour le faire. Voilà. Camille précise et concrétise son idée de baser la formation concrète de ces jeunes. Donc voilà, c'est son intuition et c'est ce qui va se réaliser. Camille précise et concrétise son idée de baser la formation concrète de ces jeunes sur l'agriculture. Voilà, il faut qu'ils apprennent à travailler les champs et les jardins, ce qui suppose des terres, donc de nouveaux achats, donc de nouvelles demandes d'aide, et ces aides finissent par arriver, aussi bien de sa famille que de ses amis ou que de quelques personnalités. Voilà. Donc, éduquons humainement, chrétiennement, et surtout éduquons à travers la vie commune, l'orphelinat, mais à travers aussi des activités manuelles, et notamment des activités agricoles. Voilà. Eh bien, ça continue, puisque le lycée du Bocage, c'est un lycée d'horticulture, d'agriculture. Hein, voilà, vous connaissez. Alors, en outre, il décide de vivre au milieu de ces jeunes définitivement et écrit son projet d'éducation. Alors voilà, voilà le projet d'éducation. Ça, c'est lui qui écrit. Quand les enfants ont fait leur première communion et qu'ils se sentent capables d'un travail manuel quelconque. Bon, la première communion était plus âgée que maintenant. Hein. Bon,
Leur première aspiration est de quitter les classes et d'entrer en apprentissage. Hein. Donc quitter la classe vers 10-11 ans. Hein. Et en cela, ils suivent bien plus l'instinct qui les pousse à échapper aux livres et aux règlements que le désir sérieux d'apprendre un métier. Ça, tous les enfants, ils veulent quitter l'école le plus vite possible. Hein. Donc voilà, et travailler pour gagner leur vie. Donc voilà, il en est conscient et il poursuit en disant « Ils cherchent avant tout le changement et la nouveauté. Aussi ne savent-ils pas d'ordinaire quel état ils veulent et ils choisissent souvent les plus étranges. Nous ne devons pas les consulter eux-mêmes sur le choix d'un état, mais examiner leurs aptitudes et l'intérêt de leur avenir. L'état du jardinier est celui qui offre le plus de garanties pour la moralité. » Ça a discuté quand même. Hein. À l'époque. Comment? À l'époque. Ouais, mais même maintenant, pourquoi pas? Hein? Il est aussi lucratif que les autres. Chaque jour, les bons jardiniers deviennent plus rares. Aussi sont-ils plus recherchés et mieux payés. Donc, le but de notre œuvre est de former des agriculteurs. Donc, ils mélangent agriculteurs et jardiniers. Après, hein, horticulture et agriculture, ça se distinguera. Nous devons donc, autant que nous le pourrons, engager les enfants dans cette voie et ne consentir au choix d'un autre état qu'autant que l'utilité et la convenance de ce choix nous seront évidemment démontrées. C'est clair, hein? Pas de problème? Voilà. Donc, la règle générale. Tous les enfants, quel que soit l'état auquel ils se destinent pour l'avenir, feront au jardin un apprentissage de 2 années. Voici les principales raisons de cette mesure. L'apprentissage d'atelier, commencé prématurément, expose les enfants à être jetés trop tôt et trop peu formés comme ouvriers. Donc il ne faut pas commencer trop tôt, à être un apprenti ailleurs, donc ils les prennent eux pour qu'à l'intérieur de l'orphelinat, les préparer à ça. Donc s'ils partent trop tôt, on peut les retrouver sur les pavés des rues où ils courent 1000 dangers. Un travail forcé trop précoce peut ruiner leur santé, tandis que 2 années employées au jardin à des occupations proportionnées à leur âge les préparent graduellement à un travail plus pénible et plus continu. Cette mesure générale nous permet aussi de continuer à nos apprentis l'instruction commencée dans nos classes, de suivre les leçons de catéchisme si nécessaire aux ouvriers. Voilà. Donc on les garde dans l'orphelinat, on leur apprend progressivement ce métier en les éduquant. En les abandonnant à 14 ans, leur éducation resterait nécessairement incomplète. À 16 ans, donc normalement il dure jusqu'à 16 ans, elle peut être à peu près achevée, leurs principes et leurs convictions seront plus solides, et le souvenir de la maison, gravé plus profondément, s'effacera moins vite de leur cœur. Bon, voyez, hein, ils vont rester là, comme ça, ils auront une formation plus solide, ils s'en souviendront, ça les marquera, et ils pourront affronter la vie plus facilement. Ceci est confirmé par l'expérience que nous avons faite. Ceux de nos apprentis qui approchent de 16 ans et qui désirent nous quitter dans quelques mois comprennent déjà ce qui a été fait pour eux. Leur foi est vive. Ah bah, tant mieux, hein? Ouais. Leur instruction religieuse est solide. Et il y a tout lieu de croire qu'ils persévéreront. Ces mêmes enfants étaient loin, il y a 2 ans, de nous inspirer cette confiance. Bon, vous voyez les principes d'éducation, hein? Voilà, c'est clair. Hein? La vie commune, le travail, pas les lancer trop tôt dans la vie active, et puis l'éducation chrétienne et spirituelle, dont on va reparler. Voilà. À côté de l'instruction scolaire et de l'apprentissage agricole et horticole, Camille développe le théâtre, ça c'est comme Don Bosco, les promenades en montagne, tout un tas d'activités spirituelles, dont la procession de la fête Dieu, vous avez connu ça, où ces jeunes sont très partie prenante, où le jeudi saint, dont 13 orphelins se font laver les pieds par l'évêque. Voilà, bon, ben ça c'est toute la liturgie de l'époque, hein, avec beaucoup de processions, hein, la fête Dieu, tout ça. Donc ils baignent là-dedans, ces enfants, l'orphelinat baigne là-dedans. Et l'orphelinat grandit non sans des épreuves. Et ça, évidemment, il fallait s'y attendre. Quoi qu'on fasse, même les plus belles choses, il y a toujours beaucoup d'épreuves. Donc des contrariétés, des difficultés, et puis même hein, des gros coups durs. Alors, effondrement d'une dalle une fois, inondation une autre, échec avec certains enfants qu'il faut renvoyer, ou avec certains collaborateurs pas à la hauteur. Vous voyez, il y a tout, quoi. Hein, on connaît tous ça. Hein. Et donc, en 1874, malgré tout ça, l'orphelinat
accueillait déjà 101 enfants. Voilà, donc l'œuvre est bien lancée, les principes d'éducation bien affirmés, et ça marche avec ses hauts et ses bas et ses difficultés. Troisième temps, l'expérience de la Villette. En 1875, Camille ouvre un nouvel espace de vie à la Villette, destiné à la formation agricole des jeunes. On peut y aménager une véritable ferme, cette fois avec des vaches, des chevaux, des génisses, des brebis, des volailles, des dindons, achetés à la foire de Saint-Félix. C'est marrant tout ça. Les travaux des foins, de la vigne. Le bocage devenant plus horticole et la Villette plus agricole. Et Camille vit plutôt à la Villette et confie le bocage à l'abbé Chenal. Dans ces établissements, joie et piété vont de pair, avec une bonne éducation humaine et spirituelle. Et tout à l'heure, on reviendra sur la joie, ça c'est un des grands principes de Don Bosco. On éduque par la joie, et non pas par la répression ou par la peur, la joie. Et être chrétien, c'est être un chrétien joyeux. Donc cultivons la joie pour bien éduquer. Voilà, la bonne éducation, elle est joyeuse. Mais bon, des ennuis arrivent, comme toujours, avec l'évolution politique anticléricale, l'antagonisme entre républicains et conservateurs, l'arrivée de Jules Ferry au pouvoir. À Chambéry, en 1879, le conseil municipal vote pour supprimer l'enseignement congrégationniste. Vous voyez, il y a eu tout ça, et il n'y a jamais, ça ne va jamais tout seul. Camille, conseillé par Don Bosco, avec qui des liens étroits s'est établis, donc, comme je vous l'ai dit, dès l'arrivée de Victor Berthely à Chambéry, et qui avait d'ailleurs visité son œuvre à Turin en 1879, décide en 1881 de placer sa fondation entre les mains d'une société civile. Comme ça, les congrégations religieuses, si on les expulse, lui c'est une autre association. Ça c'est une bonne tactique. Voilà. Créons une association humaine, là où il y a des risques d'être dans un contexte de laïcité. Voilà. Donc là on voit que l'humain et le spirituel vont encore ensemble. C'est assez curieux. Parfois c'est l'humain qui peut protéger le spirituel. Si votre paroisse, dans nos paroisses, il y a des associations sociales. Bon voilà, donc c'est des associations parmi d'autres. Donc il faut bien les conserver, parce que si jamais il y a un revirement de situation, nous on dit mais non, en tant qu'association, on construit la société. Donc on n'a pas à être expulsé ou embêté. Voilà, bon ça c'est une parenthèse, mais c'est bon de le dire. En outre, en 1884, décède sa mère, l'abbé Costa, son ancien élève, ordonné en 1880, et puis en 1885, l'abbé Chenal, donc des décès, et toutes ces difficultés, tout cela et des difficultés d'encadrement à la Villette, poussent Camille à revenir au bocage et à laisser la Villette entre les mains des frères des écoles chrétiennes qui en deviennent propriétaires. Bon voilà. La Villette et les dernières années de Don Bosco, tout continue sur la lancée, bocage s'étend, la réputation du bocage dépasse les frontières de la Savoie, des liens s'établissent avec d'autres établissements semblables dans le Midi, en Alsace, en Angleterre. Le bocage participe à des concours agricoles. Voilà tout. Bon, c'est l'expansion. Hélas, bon, Camille connaît de plus en plus d'ennuis de santé et doit faire des cures en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Italie. En 1889, en plus des dons réguliers de beaucoup de bienfaiteurs, de la Chartreuse, de la famille, le bocage reçoit 61 hectares du comte Léonide Marius de la Motte Servolex. Tout peut continuer. La relève est même assurée, puisqu'Ernest Costa de Bourgard, neveu de Camille, est devenu prêtre en 1896. Certains l'ont connu, non? Non? Vous ne vous souvenez pas de Ernest Costa de Bourgard? Moi, je m'en souviens un petit peu. Bon, enfin bref. Il vient s'installer au bocage, qui atteint alors 150 élèves. Camille peut donc quitter sa fondation, c'est son neveu qui prend en main les rênes, et il la laisse entre de bonnes mains. Il meurt fatigué, usé, le vendredi saint 25 mars 1910. Ernest prend la succession et assurera la direction de 1910 à 1954. Le 24 avril 1990 à Rome, le pape Jean-Paul II proclame officiellement vénérable Camille Costa de Bourgard, et le diocèse de Chambéry attend maintenant sa canonisation.